Bienvenue sur Curious History, la chaîne d'histoire et de curiosité du monde. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des mystères maritimes les plus troublants de l'ère moderne, et pourtant encore méconnu du grand public. Celui du SS Waratah, surnommé la tombe engloutie, qui, en 1909, s'est volatilisé sans laisser la moindre trace. Imaginez un instant, un splendide paquebot, neuf, à la pointe de la technologie de son époque. 141 mètres de long, un tonnage de 9300 tonnes, capable de transporter plus de 1100 passagers. Lancé en 1908 depuis les chantiers écossais de Barclay Curle. Luxueux, stable, équipé de 8 compartiments étanches censés le rendre pratiquement insubmersible. Il semblait invincible, fait pour braver les océans. Et pourtant, à peine 5 mois plus tard, lors de son deuxième voyage, le destin du Waratah bascula, ou plutôt, s'éteignit. Le 26 juillet 1909, il quitte Durban, une ville à l'est de l'Afrique du Sud, avec à son bord 211 personnes, entre passagers et membres d'équipage, en direction du Cap. Un trajet de quelques milliers de kilomètres, mais aussi le passage d'un océan à l'autre. Le lendemain matin, le cargo britannique Clan McIntyre l'aperçoit vers 4 heures du matin, sur une mer placide. Puis à 6 heures, les deux navires échangent des signaux lumineux amicaux. Quelques heures plus tard, à 9h30, le Waratah disparaît à l'horizon, dans la brume marine, et finalement, dans l'histoire. Les heures qui suivent sont marquées par la tempête, une violence extrême, des vagues déferlantes, une mer déchaînée. Un autre capitaine, à bord du Harlow, témoigne avoir distingué une épaisse fumée, puis 2 rapides éclairs aveuglants au loin dans la pénombre. Signe peut-être d'une catastrophe en cours. Lorsque le brouillard se dissipe, il ne restera plus rien à l'horizon. Ni débris flottants, ni canot de sauvetage, ni survivants, et encore moins de cargaison. L'océan ou autre chose a tout emporté. Le Waratah et ses occupants se sont littéralement volatilisés, ne laissant derrière eux qu'un silence total et un mystère insondable. Depuis, les théories abondent. Une vague monstrueuse, les fameuses vagues scélérates peut-être, un déplacement brutal de cargaison dans les cales, provoquant de fait un renversement du navire, une explosion interne, ou même une malédiction. Car le Waratah, nom d'une fleur emblématique du New South Wales, portait déjà la réputation sinistre d'être un bateau maudit. Plusieurs navires du même nom avaient d'ailleurs sombré avant lui autour de cette mer. Près d'un siècle plus tard, certains scientifiques évoquent encore l'hypothèse d'une créature géante capable de désaxer la gouverne et de précipiter le navire par le fond sans laisser la moindre trace, et cela en quelques secondes pas plus. Ainsi commence cette plongée dans l'ombre du SS Waratah, une énigme qui hante encore les océans, prête à révéler ses secrets, si tant est qu'elle en a laissé. Restez avec nous, car ce mystère est bien plus troublant qu'il n'y paraît. Notre histoire commence en septembre 1907, lorsque la compagnie W. Long & Sons passe commande auprès des chantiers Barclay Curle à Glasgow pour un nouveau navire destiné à la fois au transport de passagers, mais aussi de marchandises. Ce navire devait être spécialement conçu pour la ligne Blue Anchor Line reliant le Royaume-Uni à l'Australie. Les propriétaires souhaitaient une version améliorée de leur paquebot Geelong. Dès son lancement, le navire impressionné par son envergure et son ambition. Le Waratah était un navire de type sport deck, avec 3 ponts complets. Le pont inférieur, principal et supérieur. L'aménagement des cabines de première classe, situées au niveau des ponts promenades, pouvait accueillir 128 passagers, avec une nurserie pour le confort des familles. Quant à la 3e classe, elle était installée sur le pont arrière, et bien que certifiée pour 160 passagers, elle pouvait en recevoir plus de 300. Le navire alliait vitesse et luxe,
il comptait 8 suites élégantes, un salon décoré de panneaux représentant sa fleur éponyme. Conçus également pour transporter des émigrants, ces cales pouvaient être transformées en dortoirs gigantesques, capables d'accueillir près de 700 passagers lors des voyages vers l'Australie. Au retour, ils pouvaient être chargés de viande congelée, produits laitiers, laine et autres minerais métalliques. L'Australie étant connue pour cette exportation à l'époque. Pour ce faire, toute l'avant du navire était équipée de chambres frigorifiques et de machines réfrigérantes. Le Waratah disposait aussi d'un appareil de distillation capable de produire 25 000 litres d'eau douce par jour, garantissant ainsi l'autonomie en mer de l'équipage et des passagers. Cependant, il n'était pas pourvu d'une radio, mais ce n'était pas inhabituel pour l'époque. Ces essais en mer, réalisés le 23 octobre 1908 sur la First of Clyde, révélèrent sa capacité à maintenir une vitesse moyenne de 15 nœuds, sur plusieurs parcours bien sûr. Après ces essais concluants, il fut immédiatement livré à ses propriétaires et prit la direction de Londres. Le Waratah mesurait 142 mètres de long et 18 mètres de large, avec un tirant d'eau de plus de 9 mètres. Son tonnage atteignait 9333 tonnes, et il était doté d'une coque en acier et de 2 machines à vapeur quadruple expansion, capables de produire plus de 2000 chevaux vapeur, actionnant 2 hélices et propulsant le navire jusqu'à 13,5 nœuds. De plus, sa coque comportait un double fond cellulaire et était divisée en 8 compartiments étanches, ce qui le rendait, selon ses concepteurs, pratiquement insubmersible. On connaît déjà des histoires à ce sujet, et force est de constater que cela n'avait pas porté chance au navire. Cependant, malgré toutes ces prouesses techniques, le nom même du Waratah semblait porter malheur. Inspiré de la fleur emblématique de New South Wales, ce nom avait déjà été associé à la disparition de plusieurs navires de façon inexpliquée. L'un en 1848 au large de l'île de Wesson, un autre en 1887 sur la route de Sydney, un troisième au sud de Sydney, et un dernier en 1897 dans le golfe de Carpentaria. Ainsi, dès sa naissance, le Waratah portait sur lui l'ombre d'une malédiction, une aura étrange qui forçait les marins à le contourner à quai, et les navires à passer à son large. Après sa naissance impressionnante et ses premières prouesses techniques, le Waratah s'apprête donc à entreprendre son voyage inaugural. Un périple qui allait révéler les premières ombres inquiétantes et poser les jalons de sa légende mystérieuse. Le 5 octobre 1909, le Waratah quitte Londres pour sa première traversée vers l'Australie, transportant en son sein 689 passagers de 3e classe et 67 de première classe, sous le commandement du capitaine Josiah Edward Libri, vétéran de la Blue Anchor Line et ancien maître du Geelong, un navire qui connaîtra lui aussi un destin funeste au large d'Alexandrie. Ce vénérable commandant était accompagné d'un équipage de 154 marins. Dès le départ, l'élégance et la puissance du navire impressionnent, mais à bien y regarder, des ombres semblent déjà planer sur ce majestueux paquebot. Au cours de cette traversée, le 6 décembre au petit matin, le premier officier signale un incendie dans la cale bâbord inférieure, qui s'étend lentement mais sûrement jusqu'à la salle des machines. Bien que maîtrisé avant midi, le feu se ravive à plusieurs reprises, de manière tout à fait inexpliquée, jusqu'au 10 décembre, causé par la chaleur de certaines valves non isolées peut-être, bien qu'une inspection minutieuse des coursives fut faite à plusieurs reprises. Ce problème est finalement résolu lors de l'arrivée à Sydney, mais il laisse une étrange impression persistante de vulnérabilité sous l'apparente solidité du Waratah. Après des escales à Adélaïde, Melbourne et Sydney, le navire reprend la route vers Londres, le 9 janvier 1909, chargé de denrées alimentaires, laine, viande congelée et autres minerais. À son arrivée, le capitaine Libri exprime ses inquiétudes concernant la stabilité du navire, constatant que le Waratah ne réagit pas correctement, et surtout de la même manière que le Geelong, lors des opérations de chargement de cargaison. Il remarque également qu'une étrange atmosphère semble persister dans les cales, comme si la pression y était plus lourde, imprégnant l'air d'un malaise difficile à expliquer. Ces observations
bien que discutés avec les propriétaires et les constructeurs, alimenteront plus tard les débats lors de l'enquête sur sa disparition. Le 27 avril 1909, le Waratah entame donc son deuxième voyage vers l'Australie, transportant 22 passagers de cabine, 193 de troisième classe, un chargement important de marchandises et un équipage de 119 hommes. Le trajet aller se déroule relativement calmement, avec escale à Cape Town le 18 mai, avant d'arriver à Adélaïde le 6 juin. Après avoir chargé 970 tonnes de minerai de plomb, le navire affronte une forte tempête pour atteindre Melbourne le 11 juin, puis poursuit jusqu'à Sydney pour embarquer son chargement de retour. Farine, laine, produits laitiers, viande congelée et 7800 lingots de métal précieux. Le 25 juillet, le Waratah atteint Durban. Mais l'un des passagers, Claude Gustave Sawyer, décide de débarquer sans prévenir et écourtant de fait son voyage jusqu'à Londres. Homme d'expérience, il est troublé par le comportement étrange du navire et même par des visions inquiétantes qu'il a depuis le milieu de l'océan Indien. Il y aurait vu un homme vêtu d'une tenue inconnue, brandissant une longue épée et tenant un linge couvert de sang. Interprétant cela comme un avertissement, il quitte le navire. Le 26 juillet, à 20h15, le Waratah reprend la mer pour Cape Town, avec 211 passagers et membres d'équipage à son bord. Ignorant encore que cette traversée scellera son destin et le plongera dans l'un des mystères maritimes les plus troublants de l'histoire. Mais alors que le Waratah poursuit sa route vers Cape Town, plusieurs signes inquiétants se manifestent en mer. Aux alentours de 4 heures du matin, le 27 juillet, le Waratah est aperçu par le cargo de la Clan Line, le Clan McIntyre, sur son flanc tribord. Plus tard, le Waratah rejoint le navire vers 6 heures du matin, et les deux navires échangent alors des signaux lumineux, comme pour confirmer leur identité et destination. Souvenez-vous que le Waratah à l'époque ne disposait pas de radio. À environ 13 nœuds, le Waratah dépasse le Clan McIntyre près de l'embouchure de la rivière Batchy, sur la côte sud-est de la colonie de Natal, et reste visible jusqu'à disparaître progressivement dans une nappe de brouillard épaisse à l'horizon vers 9h30. Ce fut là la dernière observation confirmée du paquebot. Peu après la perte de visibilité du navire, la météo se dégrade rapidement. Le vent s'intensifie et la mer se déchaîne, comme c'est fréquent dans cette région, jusqu'à former un cyclone le 28 juillet. Le capitaine du Clan McIntyre confie que c'était la pire tempête qu'il ait connue en 13 ans de navigation, avec des vagues gigantesques et des vents d'une force exceptionnelle. D'autres observations non confirmées viendront nourrir l'aura étrange entourant le Waratah. Vers 17h30 par exemple, le navire Harlow aperçoit de la fumée à l'horizon, si intense que le capitaine se demande si un immense paquebot n'est pas en feu. À la tombée de la nuit, les lumières d'un navire inconnu apparaissent à 10-12 milles nautiques derrière eux, puis deux flashs lumineux éclatent avant que les lumières ne disparaissent complètement. Le capitaine pense alors à des explosions, tandis que le second suggère qu'il pourrait s'agir d'incendies de broussailles sur la côte, se répercutant par super réfraction sur l'horizon de la mer, phénomène courant à cette époque de l'année. L'événement ne sera même pas consigné dans le journal de bord, jusqu'à ce que la disparition du Waratah révèle toute son étrangeté. À ce moment-là, le Harlow se trouvait à 330 km de Durban. Plus tard dans la soirée, vers 21h30, le paquebot Union Casson Grapes, en route vers Durban, signale un navire et échange quelques signaux lumineux avec ce dernier. Mais à cause du mauvais temps et de la visibilité réduite, seules les 3 dernières lettres du nom sont identifiables. T, A, H. Un autre témoignage, resté secret pendant des années, provient d'Edward Joe Cooker, soldat de la Cape Mountain Rifle. Le 28 juillet, avec son collègue H. Head, il observe à travers un télescope un navire à vapeur correspondant à la description du Waratah, luttant lentement contre des vagues gigantesques. Le navire roule lourdement sur tribord, puis une vague le submerge avant qu'il ne puisse se redresser. Cooker croit alors que le Waratah a sombré sous ses yeux, mais son récit ne sera porté à la connaissance du public qu'en 1929. Le Waratah
attendu à Cape Town le 29 juillet 1909, n'arrivera jamais à destination. Aucun débris, bouée, aucun survivant n'a été retrouvé. Comme englouti par un gouffre invisible, le paquebot et ses 211 occupants se sont littéralement évaporés de l'océan. Au début, l'absence du Waratah ne provoqua pas de panique immédiate. À cette époque, il n'était pas rare que des navires arrivent avec plusieurs jours, voire semaines de retard. Le Waratah était considéré comme insubmersible. Beaucoup pensèrent d'abord qu'il avait simplement été retardé par une panne mécanique ou dérivé lentement au gré des courants. Cependant, les inquiétudes commencèrent à poindre lorsqu'aucun navire ayant quitté Durban après lui et empruntant le même itinéraire ne le rencontra sur la route. Le 1er août, les premières recherches furent lancées avec le remorqueur T.E. Fuller, mais ce dernier dut rebrousser chemin face à des conditions météorologiques particulières. En effet, à peine arrivé sur zone, un épais brouillard stagnant empêchait toute visibilité. Il reviendra plus tard, déterminé à fouiller la côte. La Royal Navy déploya ses croiseurs, le HMS Pandora, le Forte et plus tard l'Hermès pour retrouver le navire disparu. L'Hermès, s'approchant de la zone de la dernière observation du Waratah, affronta des vagues si gigantesques et violentes que sa coque en souffrit et dut être placée en cale sèche à son retour. Le 10 août 1909, un télégramme du Colony of Natal parvint jusqu'en Australie. Il disait « Navire silencieux de la Blue Anchor aperçu à une distance considérable. Se dirige lentement vers Durban. Pourrait être le Waratah. » L'annonce fit un effet de soulagement auprès des industriels d'Adélaïde, jusqu'à arrêter des débats parlementaires. Mais le navire aperçu n'était pas le Waratah. D'ailleurs, personne ne sut qui il était. D'autres bâtiments rejoignirent les recherches, dont le Geelong, grand frère du Waratah, et le vapeur allemand Goslar, qui scrutèrent des milliers de kilomètres d'océan. Le 13 août, le vapeur Insizwa signala la présence de plusieurs corps près de l'embouchure de la rivière Batchi, à proximité de la dernière position confirmée du Waratah. Le capitaine du Tottenham fit de même, pensant apercevoir des corps 2 semaines après la disparition. Le remorqueur Harry Escombe trouva des objets flottants ressemblant à des corps qui se révélèrent être des restes d'animaux ressemblant à des cétacés ou des raies mortes, phénomène pourtant inhabituel dans la région, ajoutant de fait de l'incompréhension et un sentiment de malaise lors de cette recherche. Certains espéraient encore que le Waratah dérivait, vivant, comme le Waikato en 1899, qui avait flotté à la merci des éléments dans la zone pendant plus de 100 jours avant d'être finalement remorqué. Le Waratah disposait bien de provisions pour une année, mais l'absence de radio rendait toute communication impossible au-delà du visuel. En septembre 1909, la Blue Anchor Line, avec l'amirauté et le gouvernement australien, affréta le cargo Sabine pour rechercher le Waratah selon la trajectoire du Waikato. Équipée de projecteurs et de postes d'observation élevés, l'expédition parcourut 14 000 nautiques sur près de 8 semaines, sans le moindre résultat. Après plus de 4 mois sans aucune nouvelle, le Waratah fut officiellement déclaré disparu par Lloyd's de Londres le 15 décembre 1909. En 1910, des proches des passagers perdus formèrent le Melbourne Search Committee et financèrent une ultime expédition à bord du Wakefield, couvrant de fait une zone élargie et explorant même les îles inhabitées des Kerguelen, sans succès. Aucun débris confirmé ni corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Quelques signalements non vérifiés persistèrent. En mars 1910, des débris auraient été aperçus à Mossel Bay. En février 1912, une bouée de sauvetage marquée Waratah échoua en Nouvelle-Zélande. En 1925, un lieutenant sud-africain signala une épave au-dessus de la côte de Transkei. En 1939, des morceaux de bois et de liège furent retrouvés près de East London, peut-être issus du Waratah, qui sait. Ainsi, le paquebot semblait englouti par une force inextricable, laissant derrière lui une mer silencieuse et un mystère aussi profond qu'effrayant.
Mais alors que l'océan gardait jalousement ses secrets, les autorités décidèrent d'ouvrir une enquête officielle, espérant de fait percer le mystère du Waratah et comprendre ce qui avait bien pu provoquer sa disparition inexplicable. L'enquête officielle, donc, menée en décembre 1910 à Caxton Hall, à Londres, s'est concentrée sur la supposée instabilité du navire. Mais l'absence de survivants de sa dernière traversée compliqua considérablement les investigations. Les témoignages provenaient principalement de passagers et membres d'équipage de son voyage inaugural, des constructeurs et du personnel portuaire. Les experts s'accordèrent pour dire que le Waratah avait été correctement conçu et construit, qu'il naviguait en bon état et avait passé de nombreuses inspections, y compris celle de Lloyd's à Londres, qui lui avait accordé la note maximale de fiabilité. Pourtant, plusieurs passagers rapportèrent une sensation inquiétante. Le navire semblait instable. Souvent incliné sur un côté, même par mer calme, avec un roulis excessif et lent à se redresser. Un passager, lors de son voyage inaugural, a raconté que, dans l'océan austral, le navire prit une gîte sur tribord à tel point que l'eau refusait de s'écouler dans les tuyaux de sa salle de bain. Il conserva cette inclinaison pendant plusieurs heures avant de revenir à la verticale, puis de se stabiliser avec une gîte similaire, mais de l'autre côté. Un passager, le physicien William Bragg, à bord lors du voyage inaugural, conclut que le métacentre du navire se trouvait juste sous son centre de gravité, ce qui expliquait de fait ce lent et inquiétant balancement. D'autres membres d'équipage et passagers avaient des avis contradictoires. Certains affirmaient que le navire était parfaitement stable, tandis que d'autres le trouvaient exceptionnellement dangereux, en particulier lorsqu'il était non chargé dans le port. Le navire, conçu pour transporter des cargaisons variées, dont 1000 tonnes de concentré de plomb lors de sa disparition, aurait pu basculer si une cargaison avait soudainement glissé. L'enquête ne parvint jamais à des conclusions définitives. Même les observations, rapportées le soir du 26 juillet par 3 navires différents, restèrent mystérieuses, laissant planer l'idée que le Waratah avait pu, pendant un instant, revenir vers Durban avant de disparaître définitivement. Les années passèrent, mais le mystère du Waratah ne cessa de hanter les océans, attirant chercheurs et curieux, déterminés à percer le secret de sa disparition, en le retrouvant quasiment intact sur le tapis océanique. Ainsi, plusieurs tentatives ultérieures furent entreprises pour retrouver l'épave, en particulier par Emmeline Brown, convaincue que le témoignage d'Edward J. Cooker détenait la clé de l'emplacement du Waratah. Sous sa direction, des expéditions eurent lieu en 1983, 89, 91, 95 et 1997. En 1999, la presse annonça que le navire avait été retrouvé à 6 milles de la côte est de l'Afrique du Sud. Un scan sonar, réalisé par l'équipe de Brown, révéla effectivement une épave dont le contour semblait correspondre à celui du Waratah. Mais en 2001, une plongée sur le site révéla que l'épave était celle du Neil C. Meadow, un cargo coulé par un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Après 22 ans de recherche, Emmeline Brown annonça en 2004 qu'il abandonnait. « J'ai épuisé toutes les options. Je n'ai désormais aucune idée de l'endroit où chercher. Le navire semble s'être volatilisé. » Selon lui encore, le Waratah aurait peut-être chaviré dans la tempête, et l'épave, retournée, aurait pu rester à flot assez longtemps pour être entraînée vers le sud par les courants, avant de sombrer définitivement dans les profondeurs inaccessibles du plateau continental. Pourquoi pas? Ainsi, l'histoire du Waratah demeure une énigme maritime, où réalité et légende se mêlent, laissant flotter sur l'océan un doute profond et inquiétant. Alors que les recherches échouaient à révéler le moindre indice, le mystère du Waratah engendra quand même une multitude de théories fascinantes et inquiétantes, chacune tentant d'expliquer l'inexplicable. Pas facile. Depuis plus d'un siècle, les experts et passionnés de mystères maritimes ont avancé plusieurs hypothèses pour tenter de percer le secret du Waratah. Mais chacune semble plus étrange et troublante que la précédente. La plus connue repose sur l'idée d'une vague exceptionnelle, aussi appelée vague scélérate,
frappant le navire au large des côtes sud-africaines. Ces vagues, imprévisibles et gigantesques, sont bien connues dans cette région de l'océan. Le Waratah, dont la stabilité semblait déjà fragile et qui luttait contre une tempête violente, aurait pu être renversé par une vague colossale. Ces cales, éventrées, se seraient rapidement remplies d'eau, entraînant le navire dans l'abîme. Si le bateau avait chaviré totalement, tous les débris flottants auraient été engloutis avec lui, expliquant l'absence totale de corps ou d'épave. Des études comme celle du professeur Mallory de l'Université du Cap, en 1973, montrent que des vagues de 20 mètres de hauteur ont déjà été observées entre Richards Bay et le Cap Agulhas, et des cas similaires se sont produits dans le monde entier, comme avec le Melanie Schultz, en Atlantique, ou le MV Derbyshire dans le Pacifique. Certains pensent même que le Waratah, neutralisé par une vague monstrueuse et privé de gouvernail, aurait pu être emporté vers l'Antarctique pour disparaître à jamais dans les glaces. Une autre hypothèse concerne la cargaison du navire. Environ 1000 tonnes de plomb et 300 tonnes de concentré de minerai. Sous certaines conditions, ces matériaux peuvent se liquéfier avec le roulis du navire, perturbant son équilibre et provoquant un chavirage soudain. À l'époque, personne ne mesurait les risques liés au transport de telles cargaisons, ce qui rend cette hypothèse plausible et à la fois inquiétante pour les passagers. Certains ont suggéré que le Waratah aurait été aspiré par un tourbillon gigantesque, né de la combinaison des vents, des courants marins et de profondes tranchées sous-marines situées au sud-est de l'Afrique. Ce phénomène, capable d'engloutir instantanément un navire de 140 mètres de long, semble presque fantastique. Mais il nourrit le mythe et l'angoisse autour de sa disparition. Enfin, d'après les observations des officiers du navire Harlow, certains ont émis l'hypothèse d'une explosion soudaine dans une des cales à charbon. La poussière de charbon, effectivement, peut s'auto-enflammer et devenir explosive, mais rien ne laisse penser qu'une telle explosion aurait suffi à engloutir le Waratah instantanément, sans laisser de survivants ni de débris. Chacune de ces théories, qu'elles soient scientifiques ou quasi paranormales, ne fait que renforcer le mystère qui plane autour de ce navire. Le Waratah demeure plus d'un siècle après sa disparition un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Aucun corps, aucun débris, aucune épave n'a jamais été retrouvée, hormis une bouée qui n'a jamais été présentée comme preuve. Et pourtant, ce navire a existé. Il a transporté des vies, des espoirs et des secrets, pour disparaître ensuite dans les profondeurs insondables de l'océan. Son histoire nous rappelle que la mer n'est pas simplement un paysage, mais un royaume impitoyable et énigmatique, où les forces de la nature surpassent de loin la compréhension humaine. Chaque tempête, courant, chaque vague renferme un pouvoir que nous ne pouvons que soupçonner. Et dans ce vaste silence liquide, les vérités se confondent avec les légendes. Le Waratah n'est pas seulement un navire disparu, il est devenu un symbole de l'inconnu, de l'invisible, de ce que l'homme ne peut jamais totalement contrôler. Il incarne la fragilité de nos certitudes face au mystère de l'océan et la peur ancestrale que suscite l'inconnu. Comme un avertissement venu des profondeurs, sa disparition nous murmure que certains secrets, bien que fascinants, sont destinés à rester enfouis sous les vagues, à jamais hors de notre portée. Les océans recèlent encore aujourd'hui des énigmes insondables, et chaque vague qui frappe nos côtes nous rappelle que l'inconnu n'a jamais été plus proche et plus inquiétant. Merci à vous d'avoir voyagé au cœur de ce mystère, d'avoir plongé dans les abîmes d'une histoire où le réel et le fantastique semblent se confondre. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, à liker la vidéo pourquoi pas pour soutenir la chaîne, et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les secrets du passé, les mystères oubliés, et quelques légendes de notre monde. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne d'histoire, Curious Story, où chaque récit cache une part d'inconnu, et où chaque énigme attend d'être révélée.